Si vous voyez maintenant le Brésil qui s'entend avec l'Argentine pour commercer en utilisant directement le pesos argentin et le réal brésilien. Si vous voyez maintenant le Brésil et la Russie qui décident d'échanger directement dans leur monnaie directe, ça vient d'où? Ça vient de la peur que les Américains ont provoquée. Vous connaissez Nicolas? Nicolas Normand est un ancien ambassadeur de France qui a sévi au Mali, au Congo et au Sénégal. Qu'en est-il alors des pays africains qui ne sont même pas encore des puissances? Quel intérêt ont-ils à prendre du dollar alors qu'ils savent que on peut arracher ça du jour au lendemain? Et puis, il n'y a rien, comme on dit à Abidjan. Quelques heures plus tard, son 5% avait baissé à 4%. Vous me direz... Vous voulez imposer un prix plafond du pétrole russe. De quel droit? Tu es chez toi, avec tes richesses. Quelqu'un est là-bas dehors, il dit que lui va t'imposer le prix de tes richesses. Et il te demande d'obéir. Mais pour qui ils se prennent? Alors, donc, il y a un vrai problème d'intelligence aujourd'hui à la tête de l'Occident. Les chiffres auxquels il se réfère de la Banque mondiale, de l'INSEE, sont faux et truqués et je vais le démontrer. Le Congo ne tombera jamais. C'est pour moi un réel plaisir de vous savoir si nombreux. Partout vous avez eu l'occasion de suivre KTG News. Nous disons bonjour et bienvenue dans votre émission Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique a pour but de réveiller la conscience des peuples africains. Et Afrique debout, libre pour vaincre l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons écouter la réflexion du professeur Niamsi. Suivons cette réflexion ensemble avec vous et on se retrouve tout juste après. Le dollar qui était l'unité de change du commerce international. Lorsque vous êtes les propriétaires du dollar et que vous commencez à sanctionner la planète entière et que vous semez le doute sur les avoirs que les gens ont accumulés en dollars, les gens perdent confiance dans le dollar. Et donc, quand on leur présente le dollar, ils disent comme le chef de Minta, dans le sud du Cameroun, ça ne m'intéresse pas. Mettez-vous à la place des gens. J'ai mon argent en dollars dans votre banque. Parce que je ne fais pas vos 4 volontés, vous confisquez mon argent. Est-ce que je vais encore garder mon argent dans votre banque? Est-ce que je vais encore garder mon argent en dollars? Non. C'est très simple. Si vous voyez maintenant l'Arabie Saoudite qui s'entend avec l'Iran, si vous voyez maintenant tous les États de l'Asie du Sud-Est qui ont décidé de commercer dans leur monnaie nationale, si vous voyez maintenant le Brésil qui s'entend avec l'Argentine pour commercer en utilisant directement le pesos argentin et le réal brésilien, si vous voyez maintenant le Brésil et la Russie qui décident d'échanger directement dans leur monnaie directe, ça vient d'où? Ça vient de la peur que les Américains ont provoquée sur toute la planète, la peur que les gens ont eu de se faire arracher tout leur argent, de la même façon qu'on a vu l'argent libyen arraché, l'argent irakien arraché, l'argent syrien arraché, l'argent iranien arraché, l'argent vénézuélien arraché. Les gens ont vu comment on a arraché l'argent des Russes. Ils ont dit, mais la Russie est une grande puissance militaire. Une rivale directe des États-Unis. Si on peut arracher les avoirs en dollars des Russes, qui ont pourtant une grande armée, combien de fois nous, les petits pays, qui ne pouvons rien faire aux États-Unis, il vaut mieux qu'on quitte le dollar avant que le dollar ne nous quitte. Quittons le dollar avant que le dollar ne nous quitte, puisque une puissance supérieure à nous, comme la Russie, s'est fait arracher ses dollars. Qu'en est-il alors des pays africains qui ne sont même pas encore des puissances? Quel intérêt ont-ils à prendre du dollar alors qu'ils savent que on peut arracher ça du jour au lendemain? Et puis, il n'y a rien, comme on dit à Abidjan. Donc, il faut que vous compreniez du dollar. L'effondrement du dollar n'est pas le fait des 3/4 du monde, mais il est le fait des États-Unis. Ça pose le problème de l'intelligence qui gouverne aujourd'hui en Occident. Toutes les sanctions qu'ils ont prises se sont copieusement retournées contre eux. L'augmentation du prix du pétrole. L'augmentation du prix du pétrole est la conséquence du comportement des Américains, des Occidentaux, qui se permettent de poser un prix plafond du pétrole alors qu'ils ne produisent pas du pétrole. Vous n'avez pas le pétrole chez vous. Il y a du pétrole en Russie, il y a du pétrole en Afrique, il y a du pétrole en Amérique latine. Et vous voulez imposer un prix plafond du pétrole russe.
De quel droit? Tu es chez toi, avec tes richesses. Quelqu'un est là-bas dehors, il dit que lui, il va t'imposer le prix de tes richesses. Et il te demande d'obéir. Mais pour qui ils se prennent? Alors, donc, il y a un vrai problème d'intelligence, aujourd'hui, à la tête de l'Occident. Et ce problème d'intelligence se manifeste dans les propos qui ont été tenus par Madame Karine Jean-Pierre, qui est la responsable de communication, porte-parole de la Maison-Blanche. Madame Karine Jean-Pierre, là, c'est le deuxième élément que je vous donne. Madame Karine Jean-Pierre a dit une chose incroyable. Elle a dit ceci. Les États-Unis ne permettront pas à d'autres pays de lui dicter leurs conditions dans le commerce mondial. Nous voulons avertir que la violation des droits des Américains ne restera pas sans conséquence pour ces pays. Et elle continue. Nous sommes profondément préoccupés par les transactions commerciales entre la Chine et le Brésil dans leur monnaie nationale au lieu du dollar américain. Il s'agit d'une violation des droits de nos citoyens américains qui dépendent d'un taux de change stable du dollar sur le marché mondial. Est-ce que vous avez entendu ce que dit Madame Karine Jean-Pierre, américaine d'origine haïtienne, actuellement porte-parole à la Maison-Blanche? Citation de Madame Karine Jean-Pierre. Mon attention a été attirée sur les propos de Madame Karine Jean-Pierre par ma jeune sœur, la géopoliticienne Moua Mbouyi, qui est sur Twitter. C'est elle qui a rapporté avec précision les propos de la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, d'origine haïtienne. Vous voyez, il y a toujours les Africains pour servir à ce genre de travail. C'est triste, hein? Karine Jean-Pierre dit ceci. Les États-Unis ne permettront pas à d'autres pays de lui dicter leurs conditions dans le commerce mondial. De leur dicter leurs conditions dans le commerce mondial. Nous voulons avertir que la violation des droits des Américains ne restera pas sans conséquence pour ces pays. Nous, Américains, sommes profondément préoccupés par les transactions commerciales entre la Chine et le Brésil dans leur monnaie nationale au lieu du dollar américain. Il s'agit d'une violation des droits de nos citoyens américains qui dépendent d'un taux de change stable du dollar. Fin de citation. Bon, analysons les propos de Madame Karine Jean-Pierre. Elle dit que lorsque deux pays souverains, comme par exemple la Chine et le Brésil, décident de faire des échanges économiques dans leurs monnaies respectives, le yuan chinois et le réal brésilien, ça c'est une atteinte aux droits des États-Unis. Madame Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche, nous dit que lorsque deux États souverains, la Chine et le Brésil, décident d'échanger en utilisant leur monnaie nationale, c'est une atteinte aux intérêts des États-Unis. Si on pousse bien le raisonnement, Madame Karine Jean-Pierre dit que le monde appartient aux États-Unis et qu'il ne doit pas y avoir un échange commercial sur la terre sans que les États-Unis n'en tirent un intérêt. Madame Karine Jean-Pierre estime que, par peur d'être puni par les États-Unis, tout le monde est obligé de passer par le dollar pour échanger sur le plan international. Celui qui ne passe pas par le dollar sera quoi? Sanctionné. Il dit, cela ne restera pas sans conséquence pour ces pays. Elle promet des sanctions à tous les pays de la planète qui font des échanges économiques bilatéraux sans utiliser le dollar. Voilà le summum de l'absurdité, de l'arrogance de l'Occident. Voilà le summum de l'absurdité, de l'arrogance américaine. Voilà le summum de l'absurdité de la domination occidentale. Si vous, autre pays du monde, vous n'échangez pas dans ma monnaie, je vous punis. C'est arrivé jusque là-bas. Alors, moi je me pose ce matin la question. Les déclarations de Madame Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche, sont-elles de nature à renforcer la confiance dans le dollar et à donner envie aux opérateurs économiques étatiques et non étatiques d'utiliser le dollar? Je recommence la question. Ce qu'elle vient de dire là, est-ce que cela va encourager les autres pays du monde à continuer à constituer des réserves de change en dollars? Est-ce que cela va encourager les autres pays du monde à continuer
à utiliser le dollar, à stocker leurs richesses en dollars? Est-ce que ça va encourager les autres pays du monde à confier leurs richesses aux banques occidentales qui, à travers le yen, à travers l'euro, à travers le dollar, organisent le contrôle du système économique mondial? Des retours sur ces plateaux, j'espère que cette réflexion vous a fait énormément plaisir et vous avez capté beaucoup de choses. La rupture des dollars, à part le film et la musique, quelle est la part des États-Unis dans le commerce mondial? Là, c'est une question que je pose à tous nos téléspectateurs. À part les films et la musique, quelle est la part des États-Unis d'Amérique dans le commerce mondial? Voilà encore un sujet intéressant qui nous donne encore envie de réfléchir de mieux en mieux, de trouver la solution à ce qui concerne le dollar que nous avons l'habitude d'utiliser ici. Par exemple, ici en République démocratique du Congo, dans les sols africains, partout où vous êtes, on a l'habitude d'utiliser les dollars et nous valorisons beaucoup plus les dollars que nos propres monnaies. C'est comme si nos monnaies n'existaient pas, la raison pour laquelle nous utilisons beaucoup plus les dollars. L'Occident a commis beaucoup d'erreurs. Pour une Afrique debout et libre, nous devons créer notre propre monnaie qui sera utilisée dans n'importe quel pays africain. Par exemple, au Mali, Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Niger, la République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, et Ghana, Maroc, Algérie. Et pourquoi pas créer notre propre monnaie qui va circuler dans notre continent au lieu de continuer toujours à utiliser les dollars. Je donne un exemple simple. Par exemple, ici en République démocratique du Congo, les gens préfèrent beaucoup plus utiliser les dollars que le franc congolais. Vous allez voir même dans les marchés publics, on préfère beaucoup plus vendre en dollars que de vendre en francs congolais. Et même dans des banques, les Congolais eux-mêmes préfèrent garder dans des banques le dollar que le franc congolais. Les conséquences, c'est quoi? Aujourd'hui, le franc congolais n'a plus de valeur. Aujourd'hui, il y a la hausse des prix des denrées alimentaires par-ci, par-là. Si vous avez le franc congolais, c'est difficile d'acheter les aliments, c'est difficile d'acheter des habits, c'est difficile de payer le loyer, c'est difficile même de vivre. Et voilà pourquoi on dit toujours, nous, en République démocratique du Congo, il y a beaucoup plus la misère. Et le chef de l'État est en train de lutter pour que nous puissions avoir une vie sociale stable. Et aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Pourquoi? Parce que le franc congolais n'a pas de valeur dans les marchés publics. Vous voyez? Alors que les francs congolais devraient être valorisés parce que c'est le Congo. Le Congo nous appartient. C'est parce que nous sommes des Congolais et nous devons beaucoup plus préférer utiliser le franc congolais que d'utiliser les dollars. Allons encore plus loin. Si nous devons reculer en arrière pour voir aux années 2015, 14, 16, vous allez voir que les 500 francs avaient beaucoup de valeur ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Avec 500 francs, tu peux acheter quelque chose à manger. Avec 500 francs, tu peux te déplacer aller-retour. Au moins que ça soit même si c'est long trajet. Parce que je me rappelle encore à l'époque, quand j'étais étudiante, on payait les transports 300 francs, demi-terrain 200 francs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour se déplacer tranquillement, sans inquiétude, il faut avoir 5 000, 6 000, 8 000. Et ici, à Kinshasa, c'est comment? Les prix augmentent par l'heure. Vous allez voir à 6 heures, il y aura un autre prix. À 12 heures, un autre prix. Et à 18 heures aussi, un autre prix. Surtout à 18 heures, parce que tout le monde veut rentrer à la maison tranquillement. Et vous allez voir, il y a la hausse des prix des transports et la hausse des prix des carburants. Nous vivons avec tant de difficultés parce que nous valorisons beaucoup plus les dollars que notre propre monnaie, le franc congolais. Et comme conseil, je peux donner à tous les Africains, premièrement, devons valoriser nos monnaies. Vous êtes au Cameroun, vous êtes
en Angola, vous êtes au Congo-Brazzaville, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Mali, Algérie, Maroc, etc. Valorisons premièrement nos monnaies au lieu de valoriser le dollar qui est là pour les Américains. Valorisons premièrement nos monnaies sur nos sols africains. Valorisons premièrement nos monnaies au lieu de valoriser le dollar qui est l'argent des étrangers. Alors, j'aimerais encore vous laisser un temps de suivre une vidéo de Nathalie Yab qui parle aussi de l'économie, qui parle de la France, qui déclare que l'Afrique, la plupart des pays africains sont pauvres. Regardons d'abord cette vidéo et on se retrouve tout juste après. Vous connaissez Nicolas ? Nicolas Normand est un ancien ambassadeur de France qui a sévi au Mali, au Congo et au Sénégal. Il est aussi l'auteur d'un bouquin intitulé « En toute modestie », grand livre sur l'Afrique, paru en 2019. Rien que ça. Écoutons donc l'ami Nicolas, cet expert de notre continent. Ce sont des pays quand même dépendants de l'étranger, n'est-ce pas? Ce sont des pays pauvres qui n'ont pas beaucoup de ressources, même s'il y a de l'or au Mali, même s'il y a un peu de pétrole au Niger, ils ont absolument besoin de partenariats. Le problème, c'est que la Russie ne leur apporte aucune aide, sauf une aide militaire pour faire une garde prétorienne autour des putschistes, en fait. Ça, personne d'autre ne pouvait le faire. Ce sont des pays très pauvres et qui n'ont pas de moyens budgétaires. Et la Russie elle-même a le PIB de l'Espagne. C'est un pays pauvre qui n'apporte pas d'aide, qui fait payer ses services. Ces mercenaires Wagner, il faut les payer, alors que Barkhane et les appuis militaires français étaient gratuits pour les pays africains. Donc, je crois que les pays africains vont se lasser de payer les Russes. Ça va? Vous êtes un peu énervé? Attendez, ce n'est pas fini. Ils sont nombreux, comme lui, à venir nous expliquer que l'Afrique est pauvre, qu'elle ne représente rien dans le commerce extérieur français. Il y a 2 ans, j'ai engagé un palabre sur Twitter, devenu X, avec l'ex-ambassadeur de France aux Nations Unies et aux États-Unis, Gérard Haraud. Il m'a d'ailleurs promptement bloqué, ainsi que toute une flopée d'Africains qui avaient également réagi avec moi. Le 2 octobre 2022, l'ami Gérard a publié que toute l'Afrique ne représente que 5% de tout le commerce extérieur et des investissements français. Et que même dans les 5% là, c'est l'Afrique anglophone qui est majoritaire. Quelques heures plus tard, son 5% avait baissé à 4%. Vous me direz, c'est toujours mieux que les 3% auxquels nous ramène l'ami Nicolas. Maintenant, l'Afrique anglophone, ça représente 1% de notre commerce extérieur. Même chose que l'Afrique francophone, même chose que l'Afrique du Nord. Le continent africain tout entier, c'est 3% de notre commerce extérieur. Il n'y a aucun pays africain... 25% pour la Chine. Oui, c'est 17% dans la plupart des pays africains, la part de la Chine. Voilà. Et donc, en réalité, il n'y a aucun d'Africains dans les 10 premiers partenaires français. Aujourd'hui, on va en finir avec cette légende urbaine. Les chiffres auxquels il se réfère de la Banque mondiale, de l'INSEE, sont faux et truqués et je vais le démontrer. Un de mes tontons travaillait au Gabon à la grande époque de Elf. Chargé d'auditer les procédures d'enlèvement, il constate qu'en lieu et place de 2 cales de navires chargés de pétrole mentionnés sur le manifeste, ce sont bel et bien 3 cales qui sont chargées. Quand il veut noter la différence, on lui fait savoir très clairement et très gentiment que grand, si tu tiens à la vie là, tu ferais mieux de te taire et de faire ni vu ni connu. Certains vont dire que non, ça là, elle raconte, elle invente. Écoutons donc le professeur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, nous dire ce qu'il a découvert au temps où il était ministre du budget en Côte d'Ivoire. Et écoutez. Moi, je suis allé visiter ici à Abidjan une des plateformes pétrolières, mais en haute mer là-bas, j'étais avec feu le ministre Daouda Thiam, parce que je voulais savoir où passait l'argent du pétrole. Il m'a dit, viens, on va aller. On a pris l'avion, on est arrivé, on a regardé. Quand on est revenu, tu as compris, non? Mais, chers amis, on est couché à Abidjan, les tankers viennent faire le plein et puis s'en vont. Et puis c'est eux qui nous disent, bon, on a pris 10 barils, 20 barils, et nous on comptabilise ça dans le budget. Ça fait que
On est pays pétrolier, mais notre production ne dépasse jamais les 40 000 barils jour. 40 000 barils, c'est rien du tout. Mais en même temps, depuis 1960, là-bas, on n'a pas été capable de construire une raffinerie ici pour raffiner ce pétrole ici et puis le vendre ici. Ce petit pétrole-là s'en va et puis on commande du pétrole nigérian pour le raffiner ici et le vendre ici. Après, on se plaint des fluctuations du dollar. Il ne faut pas vous en tenir aux parités, au taux que les gens donnent. Ce n'est que la partie visible. Ce qu'il dit là, qui se passait en Côte d'Ivoire en 2000, ça rejoint, ça corrobore ce que le Congolais Pascal Lissouba, qui fut premier ministre de 1963 à 66, puis président de la République du Congo de 92 à 97, a raconté pour la postérité, c'est-à-dire pour nous, dans un documentaire en 2001, Magnéto. Ça commence sur les puits de pétrole eux-mêmes. Les installations industrielles sont à 600 km de Brazzaville, près de la ville de Pointe-Noire, au bout d'une des rares routes bien goudronnées du pays. On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Djeno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont Elf, les employés sont Elf, les chiffres sont donnés par Elf et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Vous avez entendu, non? Pour ceux qui sont encore dans le déni et qui seraient tentés d'affirmer que ce sont des jérémiades victimaires d'Africains frustrés, de panafricains, comme leur patron du Quai d'Orsay leur ont dit de nous qualifier, la personne la plus au courant de ces affaires, à savoir l'ex-patron de Elf, le français Loïc Le Floch-Prigent, va nous dire ce qu'il en est. Écoutons-le d'abord nous parler des cargaisons et même des bateaux non déclarés. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant. Parfois même, des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme, interrogé sur la question. Et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. On peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs de comptage sont précis, du moins dans certains pays. Alors si je prends l'exemple quand même concret des pays africains, et notamment dans les années 70, 80, 90, est-ce que les systèmes de comptage étaient précis? Les systèmes de comptage étaient imprécis. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi Patrice Talon voulait à tout prix empêcher les officiels nigériens de superviser l'enlèvement de leur pétrole au terminal de Semek-Podji. Dans ce qui était chargé, il y avait les cargaisons officielles du Niger, mais il y avait aussi sa part fantôme à lui et celle de ses patrons complices français. Donc, que les Nigériens viennent contrôler, comme mon tonton dont je vous ai parlé au début là, ça n'arrangeait pas les affaires de ce voyou de Talon. Et c'est pour ça qu'il les avait fait arrêter en violation des accords signés. Il voulait sauver son mangement, mais son vaudouna ne peut pas gagner contre la vérité et la volonté de souveraineté des Sahéliens. Là, on a vu comment les quantités sont biaisées. Ces chiffres qui sont à la base des données fournies par l'INSEE, la Banque mondiale, etc. Reconvoquons donc maintenant Loïc Le Floch-Prigent
pour nous éclairer sur le trucage de la partie financière. Loïc, reviens. Il y a 10 millions d'années, 100 millions d'années de travail qui a été fait par la Terre pour transformer les algues en pétrole. Ces années-là sont des années gratuites. Alors on va trouver du pétrole dans des conditions extraordinairement bon marché et on va le vendre à un prix élevé puisqu'il est en concurrence avec d'autres sources énergétiques. Donc ce différentiel est énorme. On est à un pétrole grossièrement aujourd'hui, mettons, en moyenne, à 3-4 $ qui sort, et puis on le vend à 80. Tout cet argent entre les deux est un argent qui va à un certain nombre de gens. J'espère que vous avez bien écouté. J'espère vraiment que vous avez bien écouté. Le monsieur nous dit qu'il achetait le pétrole à 4 $ aux pays africains et que lui ensuite allait le revendre à 80 $ là-bas. Les 76 $ de différence, c'est pour eux là-bas. Nous, on n'a rien dedans. Quand ils viennent s'installer chez nous, ils créent des entités localement. Elf Gabon, Total Cameroun, Total Congo, Total Côte d'Ivoire, Somaïr, au Niger, dans l'uranium. Ce sont juste quelques exemples. Souvent, nos États viennent s'enorgueillir. Oui, on a 30%, on a 40%, 65% dans ces entités. Sauf que, d'une part, celles-là ne payent pas les impôts comme il faut. On l'a vu avec les affaires de Barrick Gold, de Resolute Mining, de Robex, de Allied Gold et compagnie au Mali. Et d'autre part, ce ne sont pas elles qui gagnent le vrai argent parce que c'est sur ces entités locales que toutes les charges sont passées. Si tu as 90% de petits et que moi j'ai 2% de géants, pour moi, dépasse pour toi. Donc, si tu es intelligent, tu vas aussi aller chercher les 2% de mastodontes et ne pas te contenter d'aller crâner avec les 90% de nyama-nyama là-bas. Et c'est le même business model qu'ils utilisent dans tous les secteurs. Quand vous entendez les Français fanfaronner que, ouais, de toute façon, l'uranium du Niger ne représente plus que 20% de l'approvisionnement français, alors que le Kazakhstan est à 40%, mais qu'en même temps, vous les voyez hurler, envoyer des terroristes, violer la Convention de Vienne, préparer une invasion militaire pour remettre au pouvoir leur pion Bazoum, vous avez maintenant tous les éléments pour avoir la bonne grille de lecture. Normalement, quand quelque chose ne vaut rien, n'a aucune valeur ajoutée pour toi, quand on te dit de partir, mais tu cours même pour sortir sans te retourner. Toi, tu dis que je suis laide, que je sens mauvais, que je ne sais pas faire la cuisine et même qu'au lit là, ça ne donne pas. Mais quand je te dis que, bon, comme c'est comme ça, je vais te laisser, je vais partir et divorcer, comme ça tu seras libéré de moi et puis tu seras libre d'épouser Miss Monde. Te voilà qui te roule par terre, qui t'accroche à mes pieds, qui va rameuter toute la famille pour me convaincre de rester, qui va poser 18 cadenas sur la porte, verrouiller toutes les fenêtres et qui va même jusqu'à embaucher des vigiles armés en leur disant que je ne dois pas sortir et que si je sors, ils n'ont qu'à même tirer sur moi. Aïe! Vous voyez, non? Joli Kazakhstan est là. Nyanga Australie est là. Beauté Canada est là. Tu peux acheter uranium là-bas. Waouh! Pourquoi ça te gratte quand l'aideron Niger, qui ne vaut rien, te dit de partir? Tout simplement parce que le business model de Orano au Niger était le même que celui de Elf, que Loïc Lefroc-Prigent nous a décrit tantôt. Au Niger, ils achetaient à petit prix de l'uranium qu'ils revendaient au prix du marché en se faisant des marges de tonnerre. Alors que chez les Miss Kazakh, Australie et Canada, là, il est obligé de payer ça au prix du marché et sa marge est mingiri comme ça. Et je le répète, c'est pareil dans tous les secteurs. Cette usine n'est toujours pas construite? Non, elle n'est pas construite. Donc la Suisse et la France achètent du minerai brut qu'ils Mais ils n'achètent pas. Non. Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça se fait, ça? Ben oui, mais c'est comme ça, parce que, comme c'est l'uranium, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on veut essayer de demander, de parler, on nous fait taire. Ah. Absolument. Depuis 1966 jusqu'aujourd'hui,
Mais il s'agit ni la France, ni la Suisse n'a versé un franc pour tout ce minerai. Alors, si cette vidéo vous a déjà bien énervé, attendez, j'ajoute encore Guassou dessus avant de sortir. Loïc nous a dit qu'il payait 4 $ aux pays africains et qu'il allait revendre 80 $ en empochant une marge de 76 $. Mais est-ce que vous vous rendez bien compte que l'escroquerie ne s'arrête pas là? Quand les présidents français, non contents d'avoir envoyé leur société nous voler en plein jour, reviennent vers les espèces de chiffres molles qui nous servent de chefs d'État et leur demandent de piocher dans les 4 $ là qu'ils nous ont laissés pour prendre une partie et leur renvoyer pour financer leur campagne électorale et leur parti politique là-bas en France. Et voilà, de retour sur ces plateaux. J'espère que cette vidéo de Nathalie Yab vous a énormément béni, vous a réveillé encore la conscience une fois de plus avec une très belle réflexion. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup et si je pouvais vous poser une question, nous les Africains, nous sommes des pauvres. Pourquoi la France vient souvent dans notre pays? Si réellement nous sommes des pauvres, pourquoi les Français viennent dans notre pays? Pourquoi les Français viennent faire du tourisme? C'est pour quel but? C'est pour quel but qu'ils viennent dans notre pays? C'est pour quel but qu'ils viennent dans l'Afrique? La France n'est rien devant l'Afrique. Et c'est une puissance grâce à l'Afrique. Et si la France vit aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique. C'est l'Afrique qui est là pour pousser la France à aller de l'avant. Donc, je peux dire qu'ils viennent ici juste pour voler nos minéraux, nos ressources naturelles que Dieu a rendues disponibles dans notre pays, que Dieu a mis à notre disposition. Aujourd'hui, vous pouvez traiter l'Afrique des pauvres, mais je me demande pourquoi vous visitez l'Afrique de temps en temps. Et aujourd'hui, nous-mêmes, les Africains, nous avons compris les jeux des étrangers. Nous avons compris les jeux de la France. Et nous sommes prêts à mettre des barrières. Nous sommes prêts de quitter vos associations. Nous sommes prêts de vivre librement dans notre continent. Vive l'Afrique, car l'Afrique est le cœur et le berceau de l'humanité. Nous sommes bénis. Dieu a mis tout dans nos sols et sous-sols. Le problème est que la majorité des Africains ne sait pas comment lutter, ne sait pas comment protéger ses ressources. Et chacun veut gagner dans son coin, bon, juste pour mon intérêt, et j'en profite, y compris nos dirigeants. Ils veulent vivre pour leur intérêt personnel et non de la population. La raison pour laquelle nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Mais si nous tous, nous décidons de demeurer ensemble, unis, afin de vaincre l'ennemi, l'Afrique sera forte et inébranlable. Nous allons protéger nos territoires et nous allons placer l'armée. Notre armée aussi sera plus forte pour vaincre l'ennemi. Et pour conclure, je dirais, l'Afrique n'est pas faible. Nous ne sommes pas faibles devant les Occidentaux. Nous ne sommes pas faibles devant la France. Et nous ne sommes pas des pauvres. Si nous étions des pauvres, je ne pense pas que non, les Français allaient tout le temps visiter notre beau continent, l'Afrique que Dieu nous a donné. Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Autant plus rester toujours branchés sur KTG News pour suivre la suite de nos programmes. Aimez, commentez, partagez nos vidéos et n'oubliez pas de vous abonner et activer aussi la cloche de notification pour ne rien rater. Je suis Norette Makoussa, présentatrice. On se retrouve à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais.